Le Mont Saint-Michel est une abbaye, c'est-à-dire un monastère dirigé par un abbé et composé de différents bâtiments. Au sommet, on trouve ainsi une église, élément indispensable, plusieurs fois détruite et reconstruite au fil des siècles, jusqu'à devenir celle que l'on admire aujourd'hui. Tout autour d'elle, gravite un assemblage labyrinthique d'escaliers, de cryptes et de quelques 25 salles réparties sur 3 niveaux. Parmi les plus célèbres, le réfectoire et le cloître situés dans le bâtiment surnommé la Merveille, datant du XIIIe siècle. Ou encore la chapelle Notre-Dame sous terre, édifiée dès le Xe siècle pour accueillir les premiers pèlerins. Le village date de la même époque, mais s'est considérablement agrandi au fil du temps pour accueillir jusqu'à 400 habitants. La muraille, quant à elle, est édifiée à partir du XIIIe siècle, lors de la militarisation de l'édifice. Le Mont Saint-Michel, c'est une sorte de catalogue architectural. C'est un lieu où se sont déployés des savoir-faire, parfois des expérimentations tout à fait hors normes, parce que le contexte topographique dans lequel on se trouve au Mont Saint-Michel est hors norme. Le Mont Saint-Michel se situe en Normandie, au cœur d'une baie de 50 000 hectares qui porte son nom. Le mont a les pieds dans la Manche, mais il est également arrosé par 3 fleuves. Le Couesnon au sud, la Sélune et la Cé à l'est. Depuis toujours, l'histoire du mont est indissociable de celle de son milieu naturel, aussi exceptionnel qu'impitoyable. Le Mont Saint-Michel, c'est une merveille naturelle, puisqu'il s'agit d'un rocher de granit qui, après des dizaines de milliers d'années d'érosion, est resté fièrement debout au milieu des flots. Construire au milieu des sables et de la mer, sur un rocher de granit battu par les vents, difficile à aplanir et pas plus large que 2 terrains de football, c'est l'incroyable défi que les bâtisseurs relèvent pendant 8 siècles. Et pour compliquer encore la donne, la baie a une particularité. Elle accueille des marées parmi les plus fortes du monde. Forcément, une question se pose. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les hommes à créer un monastère dans un lieu aussi austère? Le mont, comme son nom l'indique, est dédié à l'archange Saint-Michel. Selon la légende, c'est lui qui aurait décidé du lieu d'édification de son nouveau sanctuaire. Saint-Michel, c'est vraiment un cas particulier. C'est un archange, donc ce n'est pas un martyr. Il ne fait pas partie des premiers saints chrétiens. En revanche, il fait le lien entre le ciel et la terre. Et comme c'est un archange, c'est aussi une sorte de soldat très puissant qui se bat contre Satan. Rien de surprenant donc à ce que son culte connaisse une popularité croissante au Moyen-Âge. Et le Mont Saint-Michel, appelé Mont Tombe à l'époque, lieu isolé et escarpé, est l'endroit idéal pour ériger un nouveau sanctuaire à la gloire de l'archange. L'église est consacrée le 16 octobre 709 par un certain Aubert, évêque d'Avranches. Bien que son existence soit attestée par les textes, on n'a jamais retrouvé le moindre vestige appartenant de façon certaine à ce premier sanctuaire. La plus ancienne construction qui nous soit parvenue sur le mont est une chapelle surnommée Notre-Dame sous terre. Ce bâtiment énigmatique, longtemps ignoré, n'a été redécouvert qu'au début du XXe siècle. Les chercheurs ont alors pensé qu'il s'agissait du mystérieux lieu de culte construit par Aubert. Toutefois, la science a prouvé qu'il n'en était rien. Il faut attendre la fin du XXe siècle, notamment des études un peu plus poussées sur ces fameuses briques, pour permettre d'avoir une datation fiable. Et aujourd'hui, on sait que cette église est celle qui est aménagée, construite par les premiers moines bénédictins qui arrivent après 966, après leur installation par le duc de Normandie. Si aujourd'hui la chapelle est enfouie dans l'enchevêtrement des édifications postérieures, elle se dressait autrefois à l'air libre. Élevée en contrebas du sommet à la place du premier sanctuaire d'Aubert, elle se trouve désormais sous la terrasse ouest, sous la nef de l'église abbatiale du monastère.
Petit édifice de 13 mètres sur 11, elle est divisée en 2 nefs. Mais ce n'est pas tout. Les fouilles réalisées au début du XXe siècle ont également mis à jour les restes d'un autre édifice. Quand ils sont arrivés en 965-966, les moines bénédictins ont fait construire une autre église au sommet du rocher, sans doute plus grande, plus longue, qui était leur église abbatiale, où ils chantaient leurs offices. Une chapelle est généralement une petite église, ou du moins un lieu de culte disposant d'un autel. Sur le mont, la chapelle Notre-Dame sous terre était sans doute le lieu saint réservé aux pèlerins. Les moines bénédictins, quant à eux, avaient probablement besoin d'une autre église dédiée à leur communauté. Pour la construire, les bâtisseurs ont d'abord dû faire d'importants aménagements. Ils ont notamment dû tailler le rocher afin d'obtenir une surface relativement plane qui pourrait servir d'assise à l'édifice. Puis, ils ont construit l'église qui était composée de 2 édifices rectangulaires, l'un plus petit que l'autre. Il est difficile d'être plus précis faute de vestiges suffisants. Mais pourquoi construire un nouvel ensemble religieux à la place du premier lieu de culte édifié par Aubert? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la situation politique du royaume de France. À la fin du Xe siècle, il est essentiellement constitué de duchés quasiment indépendants du pouvoir royal. Parmi eux, le duché de Normandie. Il est dirigé par Richard Ier, qui a besoin de renforcer son autorité. L'intérêt de ce dernier se porte alors sur le mont. Situé aux confins de son nouveau duché, aux frontières immédiates de la Bretagne, il s'agit d'un poste de surveillance idéal. L'enjeu militaire est donc évident. Et la dimension religieuse du lieu ne va que renforcer le statut politique que Richard Ier veut instaurer. Il veut en faire l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Europe. Il veut rivaliser avec Saint-Jacques de Compostelle, avec Rome. C'est pour cela qu'il fonde un monastère bénédictin. Les bénédictins ont des règles très strictes. Leur quotidien est très organisé. Ils portent des habits noirs. On pourrait les comparer à des soldats de Dieu. Pour le duc de Normandie, installer ses moines bénédictins, cela revient donc à bénéficier d'une armée de Dieu qui lui est fidèle. Le succès est au rendez-vous et les pèlerins affluent sur le rocher. Les moines bénédictins, toujours plus nombreux à s'installer sur le mont, commencent à être à l'étroit. Il va donc falloir agrandir à nouveau à partir de l'an 1020. Sauf qu'un problème se pose. Jusqu'à présent, les bâtisseurs utilisaient le granit disponible sur le rocher lui-même, une ressource désormais insuffisante. Heureusement, Richard II, le duc de Normandie, continue la politique de son père en donnant à l'abbaye les îles Chausey. Il s'agit d'un cadeau inestimable. Située à une trentaine de kilomètres du mont, elle constitue une réserve de granit quasiment inépuisable. Les blocs, de façon très moderne, sont préfabriqués sur place. Sur le rocher, il y a déjà les pèlerins, il y a déjà la communauté. On ne peut pas loger des dizaines de tailleurs de pierre. Il faut que les pierres soient taillées à l'avance. Donc on a intérêt à externaliser la production. Tout est préfabriqué sur les carrières de Chausey. Le granit est acheminé vers le mont grâce au courant marin. Les blocs sont hissés sur des barges à fond plat, puis les marées se chargent en grande partie du reste. Quand la mer baisse, le courant vient du sud, c'est-à-dire de la baie, et il emmène les embarcations vers Chausey. Quand la marée remonte, le courant vient du nord et il ramène cette fois les bateaux dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un moyen de transport aussi économique qu'efficace. Ce granit est une véritable pierre-providence pour le mont, un matériau très résistant, parfaitement adapté aux conditions climatiques difficiles de la région. D'autres matériaux, comme la pierre calcaire, sont importés de la plaine de Caen, toujours par bateau, tout comme la chaux, élément indispensable au chantier. Le bois nécessaire pour fabriquer les échafaudages, les charpentes et des engins divers
provient quant à lui des forêts alentours appartenant au domaine de l'abbaye. Il ne reste plus qu'à trouver les ouvriers prêts à affronter les travaux de haut vol et le climat impitoyable. Un chantier comme celui du Mont nécessite une organisation, une rigueur plus exceptionnelle encore qu'un chantier ordinaire. Et donc, il y a une concurrence qui fait qu'on essaye d'attirer les meilleurs compagnons, les meilleurs artisans sur son chantier. Et puis alors ici, c'est du granit. Tout le monde n'est pas capable de tailler du granit. Ce granit de Chauzet est un granit très résistant qui nécessite une main-d'œuvre particulièrement qualifiée. Alors qualifiée pour l'extraction de la roche, il faut ensuite la cheminer et ensuite la sculpter. Et ça nécessite alors des tailleurs de pierre extrêmement adroits, mais surtout à côté d'eux, des forgerons qui en permanence remettent en état les outils qui s'émoussent au contact de la roche.